Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Voilà. Et Alors, ma première vie, c'était libraire. À 18 ans, j'ai ouvert ma librairie. On a tenu la librairie avec mon épouse pendant 6 ans. Et puis après... C'est bon, ça tourne. Alors, ma deuxième vie, parce que là, j'ai plus l'âge de ces conneries, c'était parachuter. Oh putain, attends. Donc ma deuxième vie, c'était parachutiste. Donc j'ai été au 2e bataillon commando de Flawin pendant quelques années. Et puis ma vie a continué à l'armée suite à un accident où je me suis cassé des vertèbres. Allez, je vous montre la suite. Et voilà, du coup, j'ai tronqué mon arme et je l'ai remplacée par une clé. J'ai fait mécanicien à l'armée. Je me suis retrouvé à la 12 Transport, à Amé, où j'ai encore pas mal de potes avec qui je m'entends super bien. Voilà. Et voilà, la dernière partie de ma vie, c'est celle que vous connaissez le plus, c'est-à-dire menuisier. Donc maintenant, je suis artisan depuis 14 ans. Alors, comme vous pouvez le voir, je me suis inspiré de pas mal de lectures. Et ça, ce n'est qu'une infime partie de ce que j'ai pu lire. Je me suis formé sur 4 années de cours du soir en menuiserie. Et je continue encore à me former aujourd'hui. J'ai fait tout ce qui est études sur l'ossature bois, sur l'étanchéité à l'air, sur la menuiserie, la charpenterie, et je continue encore. Après, je prends énormément de plaisir à former les jeunes et les moins jeunes dans mon atelier. Donc voilà, ça c'était pour mon parcours professionnel, et maintenant on continue pour le reste des questions. Alors, question suivante. Alors, thé ou café? Cré. Thé ou café? C'est plutôt pour toi ça la question. Alors, pâte. Où se fournir en bois? Alors, pour faire simple, ça c'est une bonne question quand même. Alors, tout ce qui est panneaux bois, etc., moi, je me fournis chez Biemar, qui est mon fournisseur principal. Je travaille aussi avec Cras, c'est dans mes environs, donc Géo les Bois. C'est 2 négociants en bois où je vais chercher tout ce qui est panneaux multiplex, tout ce qui est panneaux MDF, mélaminés, ce genre de produits. Tout ce qui est CLS pour mes ossatures, tout ce qui est panneaux d'OSB, isolation, etc. Pareil, je travaille avec ces 2 gros fournisseurs. Donc c'est vraiment des négociants en bois. Et puis alors après, il y a tout ce qui est scierie, donc tout ce qui est bois massif, chêne, frêne, hêtre, etc. Ça, je préfère aller en scierie. Moi, je travaille avec 2 scieries de la région, donc qui sont la scierie Dubois à Florey et la scierie Hontoire à Follet-Tombe. Je suis relativement content de ce que j'achète. J'essaie de travailler au maximum avec des plots aujourd'hui, donc des bois sur boule, parce que j'ai la chance d'avoir de la place dans l'atelier. Mais avant, j'achetais de la vivée. Alors, en fonction de l'outillage que vous avez et de la place que vous avez, moi, je vous conseille d'adapter à votre situation. Pendant des années, dans mon petit atelier, j'ai travaillé uniquement avec de la vivée. Donc j'avais très peu de place pour stocker. Donc j'allais acheter de la vivée et puis je dégauchissais, je mettais à épaisseur, etc. Mais je n'avais pas la place que pour acheter des boules complètes. Donc je me suis adapté et petit à petit, j'ai évolué. Donc voilà, pour moi, c'est comme ça que je travaillerai. Je ne sais pas si vous attendez plus de cette question, mais je vous conseille d'aller plutôt chez les négociants en bois, éviter tout ce qui est grande surface de bricolage, et aller en scierie quand vous avez besoin de bois massif type hêtre, chêne, frêne et ce genre de choses. Voilà. Allez, question suivante. Thibaut de Fontbelle. Si vous deviez réduire votre outillage à une seule valise à main, que prendriez-vous? Alors, eh bien voilà, c'est tout simple. Donc, j'ai rempli ma petite sacoche, donc avec ça, en effet, je peux aller dans un avion et j'ai essayé de réduire, pour moi, l'outillage minimum nécessaire pour pouvoir tout faire en menuiserie, en se creusant un peu les ménages, mais je pense qu'on sait tout faire. Et puis alors après, j'essaierai de vous dire ce que moi, je pense en termes d'outillage minimum, si vous voulez vous mettre à votre compte. Donc,
l'outil pour moi indispensable vraiment en menuiserie, je vais essayer d'aller dans l'ordre, donc je vais faire plutôt comme elles arrivent en main. Donc ici c'est foreuse visseuse, donc on sait visser et on sait forer tout simplement. Alors pour tous les fans de scie chinoise, ben voilà, ouais, non, la scie chinoise, c'est ça Louis, chinoise, les scies chinoises, voilà, ou une scie à main, hein, voilà. Alors là, ça c'est vraiment pour moi l'outil indispensable, c'est la défonceuse, parce qu'avec ça vous savez tout faire, vous savez dégauchir, vous savez faire des mortaises, vous savez faire des moulures, vous savez faire des fraisages dans toutes les situations. Avec un peu d'imagination, vous faites tout ce que vous voulez avec une défonceuse. Vous savez déligner des planches, vous savez tronçonner des planches. On sait vraiment tout faire avec cette machine-là. Donc moi je pense que c'est le premier achat en tout cas à faire quand on commence à maîtriser un petit peu la menuiserie. Alors évidemment, je vous passe les scies circulaires, la scie sauteuse, etc. Mais je veux dire, si vous voulez ne jamais être bloqué, ça c'est vraiment l'outil indispensable. Évidemment, moi je vous parle de la scie japonaise, évidemment. Donc quand je parle de tronçonner, ben vous pourriez tronçonner à la scie à main et puis utiliser la défonceuse. Voilà pourquoi je parle de défonceuse, c'est super important et je me passerai de scie circulaire ou de scie sauteuse puisqu'en fait dans ce cas-là, j'utiliserai ma scie à main pour le faire. On parle bien si je peux prendre dans une valise. Hein. Ensuite, je prendrai un testeur d'humidité. Pour moi, c'est aussi un outil indispensable. Donc, quand je vais en scierie ou autre, je prends mon testeur d'humidité, je vérifie si le taux d'humidité du bois correspond à l'utilisation que je veux en faire, ou bien si je vais devoir le laisser sécher X semaines encore dans l'atelier avant de pouvoir travailler, ou s'il est quasiment mûr, on va dire, pour pouvoir l'utiliser. Donc, testeur d'humidité. Ensuite, télémètre laser. Ensuite, ben, évidemment, tout ce qui est panel de ciseaux à bois. Donc, moi, j'en ai 6 ici, et je pense qu'avec ces tailles-là, on sait déjà faire énormément de choses. Donc, je pense que ça commence de 6, c'est 6, 8, 10, 12, 16 et 20, je pense. J'en ai peut-être oublié un, je ne sais pas, je verrai au montage, c'est probable. Donc voilà, moi j'ai ciseaux à bois. Alors là, c'est des Kirschen qui sont sur la table, mais honnêtement, j'ai commencé avec des ciseaux que j'ai achetés chez Lidl. Voilà, pour ne rien vous cacher, j'avais pas beaucoup de moyens au départ quand je me suis lancé, mais par contre, j'ai acheté directement le système d'affûtage Tormek, donc qui m'a permis d'avoir un tranchant toujours nickel. Les ciseaux de chez Lidl, je les ai achetés il y a maintenant 16 ou 17 ans, ils sont toujours dans ma camionnette, et en fait, quand les tranchants sont ravagés, quand on va contre des clous, etc., ben, il suffit de le passer à la Tormek et j'ai un tranchant nickel. Donc pour aller sur chantier, j'ai toujours ces vieux ciseaux, et puis alors, dans l'atelier, j'ai des ciseaux Kirschen, d'une meilleure qualité évidemment. Donc voilà, pas nécessaire d'acheter des ciseaux de fou. Par contre, moi je vous conseille d'acheter une bonne station d'affûtage. Alors ensuite, une équerre évidemment. Alors moi j'aime bien les équerres d'ajusteur, c'est-à-dire que vous pouvez faire coulisser et l'utiliser aussi comme trusquin. Voilà, je trouve que c'est pas mal. C'est souvent des équerres qui sont très précises. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ben, équerre japonaise. Bon voilà, ça je m'en passe, mais j'avais la place pour les mettre dedans, donc autant se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on a encore, mon bon Louis? Alors, un verdier, enfin ça on peut s'en passer, donc on n'a pas besoin. Ensuite, un mètre, voilà, petit mètre déroulant, ça ben, super pratique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Ben voilà, un trusquin. Bon, voilà, ici c'est un beau trusquin, c'est un bel outil. Donc voilà pourquoi je le prendrai avec aussi dans ma valise, parce que j'aime bien aussi avoir des beaux outils. Et ça fait toujours plaisir de manipuler, et de travailler avec un bel outil. Avoir un bel outil en main, c'est toujours plus agréable. Qu'est-ce que j'ai encore? Ben voilà, un réglet donc où j'ai des millimètres d'un côté et des demi-millimètres de l'autre, comme ça je sais faire du travail bien plus précis. Et pour terminer, ben voilà, enfin j'ai aussi mes embouts de visseuse évidemment, j'ai aussi des forêts à bois et pour couronner le tout, un bouquin. Alors c'était important pour moi de vous dire un bouquin. Pourquoi? Parce que ce livre-ci, je ne sais pas depuis combien d'années je l'ai, peut-être qu'il y a l'année de l'édition dedans.
2006 a priori. C'est un bouquin qui reprend vraiment énormément de choses dans le domaine du bois. Donc ça va vous expliquer l'hygrométrie du bois, ça va vous expliquer les essences de bois, les caractéristiques internes de pas mal d'essences. Il y a des calculs de résistance aussi pour les gîtages. Il y a le panotage, donc on parle de panneau d'OSB, comment calculer la valeur R ou valeur U d'une isolation. Franchement, c'est un livre très complet. Il y a aussi des usinages, comment est-ce qu'on fait un tonneau mortaise. Il y a vraiment énormément de choses. Ça s'appelle Mémothèque bois et matériaux associés. Je ne vais pas vous mentir, j'ai aucune idée s'il existe encore, mais j'imagine que oui. Éventuellement, je pourrais mettre le lien du bouquin dans la description, mais ça, c'est vraiment une mine d'or, ce bouquin. J'ai trouvé énormément d'informations quand j'étais au tout départ à mon compte, où ben, voilà, je me posais certaines interrogations, j'étais pas sûr de moi pour certaines choses, comme certainement beaucoup de jeunes entrepreneurs quand ils commencent, et ça m'a aidé beaucoup dans le domaine. Donc ça, voilà, c'est un petit peu le panel d'outillage que moi j'utiliserai pour aller sur chantier. Et encore une chose, il était caché derrière, évidemment, un rabot à main. Je vous montrerai dans d'autres vidéos l'outillage qu'on va mettre en place. Comme je vous avais dit, on va faire aussi un établi robot. Donc vous verrez tout ça. Donc ça, c'était vraiment pour l'outillage que j'emporterai dans ma valise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce point-là. Donc je passe à la question suivante. Donc j'ai LWS qui me pose une question, enfin qui pose la question en fait au départ à créer, mais qui me semble très intéressante en effet. Alors moi je trouve que c'est vraiment une bonne question parce que souvent les gens pensent que ceux qui font du plaquage, enfin des placards en mélaminé ou qui font du panneau, on les appelle des coupeux de panneaux. Enfin en Belgique c'est ce qu'on dit, ouais, c'est des coupeux de panneaux. Mais attention que ni l'un ni l'autre n'est simple, c'est-à-dire que le bois massif, il faut juste se rendre compte d'une chose, c'est qu'il faut maîtriser les assemblages, il faut essayer de maîtriser le travail du bois, comprendre toutes les caractéristiques des essences, etc. pour être certain que ça fonctionne. Le collage, voilà, est-ce qu'on va plutôt travailler sur du tenon, du mortaise, il y a du profil contre profil, enfin il y a tout un paquet, tout un panel d'assemblage qui existe. Mais les panneaux, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a différentes techniques. Donc déjà, découper des panneaux en étant parallèle et parfaitement d'équerre à la scie à format ou avec une scie circulaire à main, c'est pas donné à tout le monde, sincèrement. Ensuite, il y a tout un paquet de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour que le travail soit fini correctement, c'est-à-dire ne pas réaliser d'éclats au niveau des découpes, etc. Pouvoir encoller les champs correctement sans mettre un surplus de colle ou que la colle adhère partout, que vous le fixiez avec un fer à repasser, avec de la colle néoprène ou avec une encolleuse de champ. Ensuite, il faut savoir comment installer ses charnières, si c'est comme j'avais fait un petit tuto sur les charnières débordantes, les charnières rentrantes, les charnières semi-débordantes, en fonction des épaisseurs de panneaux. Alors, est-ce qu'on met des bordeaux de finition? Est-ce qu'on fait des portes rentrantes plutôt que de mettre des bordeaux de finition sur les bords et faire une porte qui est débordante? Il y a tout un paquet de paramètres à mettre en place. Connaître la quincaillerie, sincèrement. Très peu de jeunes maintenant qui sortent des écoles maîtrisent la quincaillerie, pour ne pas dire aucun, parce qu'on ne leur explique pas. Et je pense que c'est aussi par manque de connaissances des profs, et j'ai pas peur de le dire, je le dis cash devant la caméra, parce que tous les jeunes qui viennent chez moi me le disent, ils n'apprennent pas à l'école, donc ils ne savent pas installer une coulisse de tiroir, ils ne savent pas ce que c'est qu'une coulisse push to open, ils ne savent pas ce que c'est qu'une coulisse freinée, ils ne savent pas que les charnières, il existe avec des freins intégrés ou sans frein intégré, qu'une charnière avec un push to open n'est pas la même qu'une charnière qui est utilisée uniquement avec un frein, et ce genre de choses. Donc honnêtement, les deux techniques et les deux manières de travailler sont très pointues, et les ouvrages que l'on voit de plus en plus maintenant avec les panneaux sous mansarde, les placards sous mansarde et les quincailleries à adapter pour les portes coulissantes, etc. Il faut maîtriser le truc. Donc pour moi, sincèrement, les deux se valent. Alors aux yeux de beaucoup de personnes, travailler le bois massif est plus noble. Et évidemment, on a plus de plaisir à travailler la matière bois massif, mais en termes de technique et en termes de réalisation, l'un et l'autre sont très pointus et très techniques. Donc voilà, ça c'était ma question, enfin c'était ma réponse, pardon, par rapport à la question.
Et LWS, je ne connais pas ton nom évidemment, n'hésite pas à venir mettre un commentaire et faire la pub de ta petite société si tu veux. Tu peux venir le mettre en dessous de ma chaîne sans aucun problème, ça fera plaisir. Voilà, donc ça c'était ma réponse concernant ce sujet-là. Ah, ça va, puce? Ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je vais à l'école. Ah, eh ben allez, amuse-toi bien. Passe une bonne journée. Toi aussi, Merci. Ah, ça va, ma chérie? oui, ça va et toi? Ouais, tranquille, hein? Fais quoi? Ben, je vais à l'école. Ah, et comment est-ce que t'es habillée là pour aller à l'école? Tu sais bien que depuis que t'es youtubeur, j'ai pas trop le choix. Ah, n'oublie pas de mettre tes lunettes, hein? J'y Allez. vais. Fais-toi courage. Bonne journée, hein? Alors, question suivante. Vous êtes plutôt Lego ou Playmobil? Alors, Lego ou Playmobil? Lego ou Playmobil? Je vais vous répondre tout de suite. DJ va se taire celui-là. Est-ce que tu vas te taire, non DJ? Voilà. Allez. Ça répond à votre question? Alors, question suivante, Cyrielle B, qui me demande, enfin plutôt qui demande à créer, mais qui est, comme on a dit, une question, 3 réponses. Comment installer un bureau entre un mur à gauche en placo et au fond en Ciporex? Donc si j'ai bien compris, du Ciporex c'est un mur de béton cellulaire. Voilà, nous en Belgique on ne connaît pas, enfin en tout cas béton cellulaire on connaît, j'espère que c'est la même chose. Alors moi ce que je pourrais te conseiller c'est, admettons que ça c'est ton plateau de table, ici tu as ton placo et ici tu as le Ciporex. Moi je ferai une battée ici dans le champ de ton plateau, qui va faire office de plateau de ton bureau, et dans ton placo tu viens fixer un rayon avec des vis spécifiquement conçues pour le placo. Elles seraient posées dessus, d'accord, et tu pourrais revisser par le bas ton plateau à travers ton rayon et reprendre le plateau de ta table. Tu fais évidemment une battée arrêtée pour que sur le champ de ton panneau, on ne voit pas le rayon latéral. Et dans le fond, donc pour fixer dans le fond sur la longueur des 2,60 m, là, il existe ce type de pattes qui se fixent dans le mur et qui viennent s'enfoncer dans le champ du panneau. Tu sais ensuite encore régler la hauteur avec 2 petites vis. Ça, par contre, dans ton cas, je trouve que c'est un peu light parce que la distance de la tige ici n'est pas suffisante par rapport aux 60 cm, sauf si de l'autre côté, tu as aussi un mur, et ça, tu ne le précises pas dans ta question. Alors, dans ce cas-là, moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser du scellement chimique, comme ceci. Il y a d'autres marques, hein. Ici c'est Spit, mais il existe évidemment d'autres marques. Tu viens enfoncer dans ton mur au minimum 10 cm de partie, donc c'est un treillis, hein. C'est un treillis qui est prévu pour, d'accord, pour pouvoir venir mettre ta tige filetée ensuite. Alors tu mets une tige filetée comme ceci, tu mets du M12 ou du M16 dans ton mur, tu laisses ressortir de 20 cm minimum dans ton plateau, donc il faudra bien percer au centre de ton plateau, enfin dans le champ de ton plateau pour venir maintenir. Et tu en mets une tous les 60 cm sur le bord de ton plateau, et là le plateau de ta table ne bougera pas. Voilà, il faut juste être un petit peu précis et juste être méticuleuse quand tu vas installer tes tiges filetées. Pour installer tes tiges filetées, tu mets juste un laser à l'endroit où tu auras percé dans ton plateau, et pour moi ça devrait fonctionner sans aucun problème. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Allez, on passe à la suivante. Peydretz, être ou pas être? Telle est ma question.
Alors, être ou pas être. Suivante. Suivante. TMTN. Alors, moi perso, j'aurais aimé qu'on traite de vidéos sur le saturbois, charpente et procédés d'assemblage. Lignatou, Larunda. Merci les gars pour ce que vous partagez. Ben, merci à toi pour la question. Alors, voilà, ici ça va être un peu compliqué de faire une vidéo vraiment dédiée sur les charpentes et sur les assemblages Arunda, Lignatool. Déjà, je pense que la vidéo va durer pas mal de temps, mais c'est très intéressant et on en fera une plus tard. Par contre, ce que je peux déjà vous expliquer et dire et qu'on voit partout, donc ici j'ai une ferme de charpente derrière moi, qui est celle de mon atelier. Donc vous avez la base qui est l'entrée, d'accord? Vous avez le poinçon, vous avez les deux contrefiches et les arbalétriers tout au-dessus, d'accord? Et ce qu'on voit énormément et partout, et qui est vraiment fait, à mon avis, pour l'esthétique, mais qui en fait n'est pas du tout dans les règles de l'art, c'est les contrefiches ici, voilà, les contrefiches qui sont reprises dans les entrées. Alors ça, c'est le truc qui me fait bondir quand je vois ça, parce que l'entrée est là justement pour récupérer les forces qui sont effectuées sur les arbalétriers. Et donc, si les contrefiches sont reprises dans les entrées, en fait, ça ne fait qu'apporter une charge supplémentaire sur la base de votre ferme, et donc, il n'y a aucune utilité. Donc ça, voilà, ça, je peux déjà te dire un truc par rapport aux assemblages. Si je peux te donner un conseil, ne fût-ce que là-dessus, je ne sais pas si tu as l'intention un jour de faire des fermes de charpente ou pas, mais voilà, les contrefiches, c'est toujours emboîté dans le poinçon. Après, elles peuvent très bien redescendre dans le centre de l'entrée, mais toujours emboîté dans le poinçon. C'est super important. Si vous ne mettez pas vos entrées, enfin vos contrefiches, pardon, dans le poinçon, ça n'a aucun intérêt. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse par rapport à ce point-là, et on fera en effet une vidéo plus approfondie là-dessus. On doit refaire des ossatures bois qui vont arriver. Il y a beaucoup de projets qui arrivent, donc comme vous le savez, hein, moi je partage ma vie d'artisan, donc j'essaierai toujours de faire des vidéos techniques sur les projets que nous sommes en train de mettre en place. Allez, on passe à la suivante. Question suivante. Grégory Brisset. Petite question que tous les bricoleurs ou menuisiers s'est déjà posée. Comment éviter que l'étagère de ma bibliothèque fasse la panse de vache? Merci pour les bouseux de répondre à cette question qui hante mes nuits. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse ou de recette miracle. Il y a un minimum de portance à respecter. Donc, si vous travaillez avec des panneaux mélaminés, avec des panneaux de bois massif ou avec je ne sais quoi d'autre, du contreplaqué, la distance va être complètement différente pour supporter la charge qu'elle va accueillir. Donc si c'est une bibliothèque par exemple, ben, moi j'aurais tendance à privilégier des planches qui font 27 mm en massif avec un grand maximum 60 à 80 cm de portée. Au-delà, ça fera évidemment panse de vache. Si vous mettez du mélaminé, moi je vais maximum à 60 cm de large. Donc au-delà de 60 cm, voilà pour des vêtements et ce genre de choses. Au-delà de 60 cm, ça créera aussi une panse de vache. C'est une question en fait de résistance de la matière qui va être utilisée et du poids qui va être supporté. Ben voilà, bibliothèque, vêtements ou bien des objets déco et ce genre de choses. Normalement, vous devriez pouvoir retrouver les caractéristiques de charge sur les sites des fabricants. Je pense qu'il y a quelques années, moi j'avais été voir sur le site de chez Vanka qui reprenait justement les charges en fonction des portées. Il faudrait peut-être que je regarde. Bon voilà, on fait la vidéo ici, on a récolté les questions jeudi, et donc on essaie de vous poster ça pour samedi ou dimanche, mais donc j'ai pas le temps malheureusement de faire toutes les recherches nécessaires, mais c'est vraiment une question de rapport poids et résistance du matériau utilisé. J'espère que j'ai répondu au mieux à la question. Salut les gars, et pourquoi challenge? Alors, salut les gars, et pourquoi pas un challenge sur un même projet? Exemple, chacun fabrique une porte d'armoire moulurée, etc., etc. Alors oui, moi je ne suis pas contre, je l'ai répondu déjà dans les commentaires à pas mal de gens, mais au jour d'aujourd'hui c'est un peu compliqué parce qu'on a des agendas assez chargés en termes de planning chantier. Certains youtubeurs ont le temps de se lancer des challenges pour faire un assemblage japonais ou ce genre de choses. Vraiment,
moi je suis artisan, Johan donc, de l'atelier Floki est aussi artisan, et je crois que c'est un peu compliqué pour nous, en plus de nos chantiers, de prendre du temps pour faire un assemblage bien particulier et se lancer à ce genre de challenge. Maintenant on pourrait le faire plus tard, pour une occasion bien particulière, pour la rigolade, mais là actuellement je pense que ni Johan ni moi-même, et probablement créer aussi un agenda assez chargé, ne pourrait le faire, en tout cas pas pour ce week-end. Mais en tout cas, c'est sympa de penser au truc, c'est à retenir et à mettre en place pour plus tard. Stéphane Wicinski, j'espère que j'écorche pas trop. Je ne sais pas où en est ton projet de mise en ligne de plans, concours pour table, la communauté que tu voulais créer. Ça pourrait être intéressant d'en parler ce week-end. Si c'est toujours d'actualité, ton parcours, comment tu as été amené à devenir menuisier, des conseils pour ceux qui voudraient se lancer. Si vous faites chacun vos vidéos, ça pourrait être sympa que chacun fasse une apparition dans la vidéo des autres, etc. etc. Bon, alors... au niveau des concours et au niveau des plans, on a mis tout en place, donc c'est-à-dire que Gentleman, la société qui a fait, les 2 développeurs qui ont fait le site dédié, est en ordre. Eux, ils ont fait leur job. Là maintenant, c'est moi. C'est moi qui traîne des pieds parce que j'ai un planning chargé d'une part, et d'autre part, je dois refabriquer une table pour le jeu concours. On a ici eu des soucis avec 13 portes en chaîne, vous les verrez dans les vidéos qui suivent, parce qu'on a eu un souci de problème de finition avec des huiles. Donc tout se met en place, tout est en ordre, je n'oublie pas, bien au contraire, on est les premiers frustrés à ne pas pouvoir mettre la table en jeu concours rapidement, mais tout est en train de se mettre en place. Ça prend juste un peu plus de temps que ce que je n'aurais imaginé, mais voilà, c'est certainement pas perdu. Alors l'histoire de la communauté, j'avais regardé un petit peu comment est-ce que ça fonctionnait. Je ne vais pas vous mentir, déjà pour créer une communauté, il faut 30 000 abonnés, je pense. Et puis l'idée, honnêtement, c'est pas de soutirer de l'argent aux gens pour une chose ou une autre. Donc voilà, je ne sais pas trop comment je vais installer ce truc-là. J'aurais plutôt tendance à créer des vidéos un peu comme je fais ici avec les bouseux, même si ici on l'a plus fait sur un coup de tête et à la déconne. J'aurais plutôt tendance alors à poser des questions, ou plutôt vous inviter à poser des questions sous certaines vidéos, de quel sujet est-ce que vous aimeriez que je traite, ou quelle machine est-ce que vous aimeriez que je propose ou que je montre, parce que quand on va faire certains projets, voilà, il y a une vidéo sur le système LR32 de chez Festool qui va sortir, il y a une vidéo sur la ZAP2 qui va sortir, donc ces 2 vidéos-là sont déjà montées, on essaie d'aller en profondeur sur la présentation des machines, et donc je ferai ça, et j'ai pas spécialement de communauté à créer, à vous demander 1 euro, 2 euros, 5 euros par mois, enfin voilà, peut-être plus tard, parce que je m'investirai plus encore dans la chaîne YouTube, ok, peut-être, mais au jour d'aujourd'hui, honnêtement, c'est pas encore dans mon cerveau. J'en avais parlé parce que j'ai vu que ça existait, mais je savais pas trop comment ça fonctionnait, et puis là, je me rends compte que c'est plus du business qu'autre chose, donc voilà, je suis pas encore dans ce trip-là pour le moment. D'ailleurs, je suis pas sûr que je le serai un jour vraiment, mais c'est voilà, on réfléchit à des choses différentes, on se marre bien vraiment pour le moment avec Louis. La vidéo là qu'on est en train de faire, on a pris la journée de vendredi parce que c'est la Saint-Joseph en Belgique, donc enfin en France aussi évidemment, mais donc c'est la fête des charpentiers, on se marre, c'est décidé de faire la fête, nous on fait la fête comme ça, on rigole, voilà, on se marre bien. Donc toutes ces choses-là viendront plus tard et vous aurez toutes les infos, mais sachez que je n'ai pas l'intention d'arrêter, donc tout ça va se mettre en place, il faut juste me laisser le temps, parce que comme je le dis et je le répète, je ne suis pas youtubeur à la base je suis artisan, je dois former Louis aussi, donc là on prend une journée, je le forme à être youtubeur, plus que menuisier en tout cas aujourd'hui, et donc voilà, il faut juste comprendre ça, mais c'est vraiment pas perdu de vue et les choses se mettent en place. Alors, Yves-André Lebert. Salut Benoît, Floki a fait une vidéo sur le réglage de fer de dégot. Mais moi j'ai une raboteuse à épaissir et le réglage n'est pas le même. Pourquoi tu ne fais pas une vidéo explicative? Je t'en remercie d'avance. Alors en effet, Floki a fait une vidéo sur la dégot, pas mal faite, sur sa DeWalt. Et si tu veux un petit conseil sur la dégot à épaissir, moi je l'ai et le voici. Et je peux t'assurer que ça fait vraiment bien et ça fait vraiment bien grossir.
Alors aussi, petite chose, donc on m'a demandé de dégauchir une pièce à la dégauchisseuse, donc en calebar. Bon, je vois quand même dans certaines vidéos un peu limite, certains sont en tongs, faut quand même pas déconner, en tongs dans un atelier, c'est un peu limite quoi. Alors, juste une chose, avant de dégauchir votre planche en calebar, pensez quand même protège-ouïe, super important, et alors, évidemment, la coquille pour éviter de se raboter une couille. Ça, c'est quand même le plus important. Allez, on passe à la suite. Alors, question suivante, c'était quels sont pour nous les outils essentiels pour débuter en menuiserie, donc pour passer d'amateur à professionnel ou en fonction de la place, etc. Donc je vais essayer de regrouper 2-3 questions en même temps, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, comment est-ce que moi j'ai débuté? Tout simplement, j'avais une petite camionnette, une Peugeot Partner. J'avais une scie anglais, donc la Capex qui est derrière moi. J'avais une défonceuse, visseuse, foreuse visseuse, visseuse à choc, scie circulaire, scie sauteuse, ponceuse rotative, ponceuse à bande, cloueuse, rabot manuel et quelques outils à main pour commencer. Et je vous assure que je n'avais rien de plus. Si, j'avais une escabelle, c'est tout ce que j'avais de plus. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas eu besoin de plus au final? Je coupais mes panneaux avec ma scie circulaire et mon rail, j'avais de quoi assembler, j'avais de quoi couper, j'utilisais ma scie sauteuse sous table comme scie à ruban sur les plus petites sections, mais c'est vrai, j'ai travaillé comme ça. J'ai mis ma défonceuse sous table pour l'utiliser comme toupie. Ma foreuse visseuse, évidemment, je l'utilisais au début comme marteau. Donc, quand je dis marteau, c'était marteau à percussion, pas comme marteau comme c'est qui quoi. Ensuite, ma ponceuse, voilà, j'avais la ponceuse excentrique que j'utilisais pour faire mes finitions, etc. Ponceuse à bande pour tout ce qui était massif, dégrossissage, et alors rabot, c'est pas une blague, je travaille encore au rabot à main. Alors là je vous ai montré ma petite cloueuse parce que c'est une cloueuse de finition, mais j'ai commencé vraiment quand j'ai décidé de me mettre à la pique principale, une maison en saturbois, donc j'avais une cloueuse, mais qui était une cloueuse Paslo de IM90 pour la charpenterie, pour le saturbois. Donc pour moi ça c'est vraiment l'outillage minimum pour débuter, pas besoin de beaucoup plus en fait. En termes d'espace, malheureusement, je n'aurais pas su vous filmer mon ancien atelier qui est mon garage. En fait, j'avais 70 mètres carrés avec 2,20 mètres sous plafond. Très peu d'espace. La majorité des photos qui sont sur mon site internet viennent de cet atelier-là. Donc j'avais besoin de toujours réfléchir, faire fonctionner mes ateliers pour trouver des solutions. Quand on faisait un escalier double quart tournant, simple quart tournant, ou bien des placards, on faisait tout à plat, quoi. Tout était, c'était très compliqué. Je devais tout déplacer à chaque fois que je faisais quelque chose pour tourner autour de ma machine. Et puis quand j'ai eu un petit peu plus de moyens, parce que petit à petit je me suis équipé parce que en fonction des chantiers, l'argent rentrait, donc j'ai investi et j'ai commencé avec une petite combinée 7 opérations de chez Minimax. C'était la Lab 300 si mes souvenirs sont bons. Et puis je suis passé à 6 toupies, je pense que c'était plus ou moins le même gabarit qu'Olivier Verdier. Et puis j'ai eu la chance maintenant d'avoir construit cet atelier il y a 2 ans et demi maintenant je pense. Et là j'ai des machines séparées, donc j'ai panoteuse ou scie à format, je sais bien que beaucoup disent scie à format, moi je dis panoteuse. J'ai toupie séparée, la dégo rabot, et alors foreuse à colonne et scie à ruban. Donc la scie à ruban, j'ai travaillé sans scie à ruban jusqu'à présent. Je me suis toujours débrouillé soit avec ma scie sauteuse, soit avec une scie à main. Voilà, j'ai évolué comme ça. Alors il y a une personne aussi qui posait la question de savoir ce qu'on pense de l'artisanat aujourd'hui et est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir. Alors moi justement je combats tout ça, c'est-à-dire que aujourd'hui dans les écoles on fait croire aux jeunes qu'il faut passer par les machines numériques, qu'il faut passer par l'industrie et que malheureusement on ne sait pas vivre de l'artisanat. Alors c'est faux et complètement faux.
Si vous travaillez bien et que vous mettez votre travail en avant, il y a moyen que ça fonctionne. Moi, mes affaires tournent très bien. J'ai appelé le nom de ma société Le Bois dans tous ses états parce que justement, je veux tout faire sur le bois. Alors, chacun fait ce qu'il veut, c'est-à-dire que vous pourriez très bien envisager de ne faire que du placard, vous pourriez très bien envisager de ne faire que du mobilier, vous pourriez très bien envisager de ne faire que des objets décoratifs. Alors là, vous allez rester dans des niches, évidemment. Et moi, je me suis fixé comme objectif de travailler tout ce qui est autour du bois, parce que je ne veux pas me fixer dans un seul domaine. Je suis passionné vraiment par tous les secteurs du bois, donc je fais aussi bien des poivriers autour que des maisons Saturbois. Je fabrique les escaliers, je fabrique mes portes. Voilà, là, on est en train de fabriquer des portes en chêne massif, c'est nous qui les avons fabriquées. On fait des placards, c'est nous qui les fabriquons. Voilà, c'est très compliqué pour moi même d'envisager de commander des portes industrielles et d'aller les poser. Mais voilà, ça c'est ma philosophie. On aime ou on n'aime pas. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est un petit peu pour moi le minimum vital pour commencer en termes d'outillage. Après, si vous devez commencer à réinvestir pour agrandir votre panel, la première machine pour moi importante en stationnaire, c'est la dégauchisseuse évidemment, parce que là vous allez pouvoir commencer à faire du travail de qualité en travaillant le bois massif. Alors la question aussi qui revenait pas mal, c'était quelle essence est-ce qu'on aime travailler ou qu'est-ce qu'on propose à nos clients. En fait, c'est nos clients qui nous dirigent. Moi j'adore travailler le chêne par exemple, c'est un bois qui n'est pas toujours facile à travailler contrairement à ce qu'on croit, parce qu'il y a pas mal de contrefils, mais à côté de ça, c'est une essence qui, quand le travail est effectué, est magnifique. J'aime bien travailler le frêne et le hêtre aussi, mais en Belgique c'est très compliqué de travailler d'autres essences, en tout cas très peu de personnes le demandent, ou c'est des niches que moi je ne connais pas, mais je n'ai pas de créneau particulier. Moi j'adore travailler dans tous les domaines, c'est-à-dire le Saturbois. Dans la période estivale, enfin voilà, maintenant on va arriver au mois d'avril, on va recommencer à travailler dans les travaux extérieurs, on va faire des terrasses, on va faire des pergolas, ça j'adore, mais j'aime aussi faire du mobilier, créer des objets décoratifs, etc. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à ça. Tu as une idée, Louis, de ce qu'on pourrait raconter de plus là-dessus? Voilà, on demandait un petit peu les proportions. J'ai pas vraiment de proportions, c'est d'une année à l'autre, les choses évoluent. Donc c'est-à-dire qu'il y a une année, je vais peut-être faire 3 ou 4 maisons, et donc je vais être beaucoup dans les aménagements extérieurs et sur des très gros dossiers. Et puis cette année, on est plus sur de l'aménagement intérieur, on a du mobilier, après on a 2 extensions, 2 pergolas, une grosse terrasse et d'autres aménagements extérieurs. Mais voilà, c'est une année un peu plus légère en termes d'aménagement extérieur. On a un beau projet qui arrive aussi, je ne sais pas si ça va se faire, mais avec notre commune qui m'a demandé un projet un peu spécial. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne sais pas où ça va se mettre. Et alors, il y avait encore d'autres questions, Louis, concernant notre rapport avec les partenariats, les partenaires, etc. Alors moi, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas de partenariat à ce jour. Si, je mens. J'ai une société qui m'a envoyé un petit objet que je devrais vous présenter d'ailleurs lundi, et je l'ai accepté pour la blague et pour la déconne. D'ailleurs, quand vous allez voir la vidéo, ça va encore être une vidéo plutôt comique que plutôt commerciale. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Donc je ne connais pas vraiment de rapport, je n'ai pas vraiment de rapport par rapport au partenariat. Après, je ne vais pas vous mentir, j'ai été approché par une marque. Voilà, je vous en dis pas plus, on la voit pas mal sur mes vidéos, je suis premier surpris. Je sais pas, je sais pas où ça va aller, mais voilà, c'est le seul regard que j'ai par rapport à ça. Mais sinon, je suis pas du tout partenariat ou mise en avant d'une marque ou d'une autre. Moi, je vous présente ce avec quoi je travaille, ce pourquoi je suis content, les techniques que j'utilise, mais voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore comme question, lui? Alors, si. On a la question de monsieur Boris. Alors, petite question de Boris Bolan.
Boris Bolland, alors il nous pose une petite question assez intéressante, c'est comment est-ce qu'on range nos chutes? Alors j'ai vu une petite vidéo de clown où il y a un sac Ikea avec des chutes, etc. et c'est parti. Alors moi j'ai d'autres astuces. Nous avons, nous, organisé des racks à panneaux avec différentes mesures. Donc on a tout ce qui est panneau MDF, panneau multiplex, panneau mélaminés, etc. Et ils sont tous rangés ici d'une manière verticale. Comme ça, on sait les récupérer vraiment individuellement et facilement, puisqu'on voit les tranches. Ça, c'est le réglage pour les panneaux. Et on n'a même pas de bordel et on retrouve tout super facile. On retrouve tout super facile. Après, le bordel... Attends, oui. Ouais, non, pas ici, hein. Non, pas là. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer comment est-ce que nous on trie nos panneaux et comment est-ce qu'on range. Alors ça c'est pour les bois, en tout cas tout ce qui est panneaux. Maintenant je vais vous montrer pour le bois massif. Ici c'est tous les bois massifs qui sont réglés par... J'ai une cale de profondeur, 60, 80, 1 mètre, et tout ce qui est chute au-delà de 60 cm, ou plutôt en deçà de 60 cm, ça part dans le bac pour le feu, et on retrouve très facilement nos chutes. Comme vous pouvez voir, il n'y a même pas de bordel, c'est nickel, c'est super rangé, on retrouve facilement. D'ailleurs, on doit retrouver une chute de padouk pour faire une petite boîte, et je vais vous retrouver ça tout de suite. Bon, oui, là tu vas pouvoir couper au montage, parce qu'on en a pour 3/4 d'heure pour trouver, mais ça devrait le faire. Alors, coupe, prends des photos. Voilà, j'ai trouvé ma petite chute de padouk. Voilà, donc tout ça pour vous dire que nous on a ce système de rangement et il ne faut pas se mentir. Quand on est menuisier professionnel, c'est très compliqué d'être vraiment hyper organisé au niveau des chutes. Pourquoi? Parce qu'on en a énormément, on a très peu envie de jeter en fait. Parce que voilà, on se dit toujours ouais, on pourra réutiliser sur le projet. Alors si j'ai un conseil à vous donner et que je ne suis pas moi-même mais qu'on devrait tous suivre, c'est tout ce qui est en dessous de 50 cm, c'est directement à les jeter voilà, pour mettre au feu en bois massif, et tout le reste essayer de les ranger par taille. Par essence honnêtement c'est quasiment impossible, sauf si vous avez évidemment des racks de rangement de dingue, mais ce système-ci sincèrement c'est parce que là c'est un petit peu mal rangé. Je le fais sous le ton de la rigolade, mais c'est super pratique. J'ai très facile retrouvé mes chutes et selon les longueurs, donc en regardant la tranche, puisque j'ai chaque fois la tranche de mes bois, je sais déterminer l'essence de bois qui est utilisée. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil, j'espère qu'il me le prendra pas mal. Ceci dit, on continue les questions. Alors, question suivante, c'était Eric Van Damme qui me demandait quelques questions concernant le gabarit et quelques informations. Alors, vous imaginez bien que je ne vais pas savoir faire une démonstration ici dans la vidéo, sinon on est parti pour 48 heures de vidéo. Mais je vais quand même essayer de répondre un peu à tout le monde. Donc, le gabarit, c'est le Lake D4R Pro. Alors, j'ai acheté ça dans une boutique française. Je ne suis pas spécialement content, moi, pour être tout à fait honnête, parce qu'il me manque des petites pièces qui vont avec le gabarit à queue d'aronde. Donc c'est les petites vis qui maintiennent les doigts de réglage. Elles se défont à la longue et donc voilà, il m'en manque 3 et ils ne sont pas capables de me les fournir. C'est un peu compliqué, je dois avouer, je suis un peu déçu. Mais sinon, le gabarit en lui-même, c'est vraiment une tuerie. C'est un gabarit qui est canadien, donc c'est une marque canadienne. On sait aussi l'avoir en Angleterre. Bon, maintenant avec le Brexit, sincèrement, je vous déconseille de commander quelque chose en Angleterre pour le moment. C'est la merde, mais vraiment. Sinon, pour le principe, on a différents peignes avec des assemblages où on ne sait pas jouer sur les réglages. Donc ici, vous avez des têtes d'ours, ici, vous avez des cœurs. On sait avoir des vagues, on sait avoir des clés. Enfin voilà, on a vraiment tout un panel de dessins. Donc ici vous avez des vagues, ici vous avez des clés, ici vous avez, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Hein, voilà, vous avez un petit peu une idée des assemblages. Et avec ces gabarits-là, donc c'est vraiment un assemblage fixe. Donc vous ne savez pas jouer sur la distance entre queues, en gros. Par contre, on sait faire tout ce qui est incrustation. C'est-à-dire qu'on peut avoir un décalage entre la queue, allez, je vais dire débordante, et
l'encastrement. Et alors on peut travailler sur différentes essences. Mais ça, je pourrais une fois faire un tuto vraiment, parce que moi je suis amoureux de cet appareil. Malheureusement, j'ai un peu moins de temps pour m'en occuper, parce que ben voilà, c'est plus du plaisir que du travail en tant qu'artisan pur, dans le sens où ben voilà, moi je travaille encore pour mes clients, et c'est rare qu'on me demande ce genre de choses. Voilà, ça c'est des tables de nuit que j'ai fait pour des gens en France en fait. Mais sinon, on nous demande rarement de réaliser ce genre de choses. Il va y en avoir d'ailleurs en vente. On en a fabriqué 2, voilà, pour ceux que ça intéresse éventuellement. Mais voilà, donc ça, c'est le type d'assemblage qu'on peut faire avec ce type de gabarit. Alors, l'assemblage, le réglage, en fait, il est très très simple, parce que quand vous recevez le mode d'emploi, vous avez l'impression que c'est compliqué. Mais en fait, pas du tout. Vous avez une passe pour faire les queues mâles. Et puis alors après, dès que vous devez passer aux queues femelles, il y a juste ici un petit taquet à faire coulisser, et alors vous venez remettre le taquet dans l'autre emboîtement, et alors là vous faites vos queues mâles. Donc c'est vraiment gauche, droite, voilà, vous venez bloquer, vous faites les queues mâles, vous devez faire vos queues femelles, vous débloquez, et vous allez dans le taquet ici, voilà, bloquer tout simplement. C'est vraiment un jeu d'enfant, sincèrement, pour faire les queues d'aronde, ou les queues à tête d'ours. Alors, le vrai gros avantage de ce système-là par rapport au système de queue d'aronde qu'on voit ben, voilà, chez CMT, chez Festool ou autre, c'est que les doigts sont fixes, donc c'est-à-dire que vous avez des gabarits comme ceux-ci qui sont fixes, hein, chez Festool, chez CMT ou autre, c'est vraiment fixe, et vous devez faire chaque fois les mêmes queues d'aronde, où vous jouez sur une fraise pour avoir une un peu plus grosse ou une un peu plus petite, tandis que celui-ci, ce qui est génial, c'est qu'en fait vous pouvez jouer sur la taille de vos queues d'aronde en déplaçant tout simplement le doigt. Donc ici, vous allez avoir une queue d'aronde de cette taille-là, mais vous pouvez la réduire à cette taille-là. Et la distance entre queues peut être aussi réglable. Donc vous savez faire vraiment toutes les queues d'aronde à l'infini et comme vous le souhaitez. Et alors, donc ici, ça c'est une hausse de ruche. Donc voilà le type d'assemblage. Elle n'est pas encore collée, elle n'est pas encore terminée. Mais voilà, donc ça c'est des queues d'aronde, tout simplement traditionnelles. Et c'est moi qui ai décidé la distance entre queues, etc. Donc ça c'était pour la petite explication. Je vous promets que je ferai une vidéo tuto comme je vais faire, enfin comme j'ai fait sur la LR32, comme j'ai fait sur l'encolleuse de champ et comme j'ai fait sur la Zeta, promis, mais là voilà, il faut juste que je prenne un peu de temps pour le faire, mais c'est une machine extraordinaire. Donc c'est Lake D4R Pro, de nouveau j'ai pas de partenariat, j'ai rien à gagner, bien au contraire, je vous dis, je suis pas spécialement content, et ça va pas me fournir les pièces détachées, mais sinon pour le reste c'est vraiment un super gabarit. Voilà, donc ça c'était une question, donc monsieur Van Damme, Eric Van Damme je crois, voilà c'est ça. Alors, question suivante, c'était, pour moi vous êtes déjà, alors pour moi vous êtes déjanté, calbar mouillé, ben, je pense qu'on l'a déjà fait. Alors, Esox Luxius, Lucius, voilà, bonjour, voilà ma question. Je possède une table de salon constituée de plusieurs morceaux de plateau assemblé, il me semble par fausse languette, ainsi que de tiges filetées. D'accord, un peu spécial. Traverse et pieds vissés dessous. Cette table a beaucoup travaillé au fil du temps, elle a 40 ans, les morceaux de panneau s'éclatent, tuilent légèrement. Ma question est la suivante, comment remettre en état, sachant qu'elle est vernie et qu'elle a été très peu entretenue? Merci d'avance. Alors, deux choses. Si la table est légèrement cintrée et tuilée, vous pouvez utiliser des T métalliques, donc des profilés en T, que vous allez replacer sous votre table et vous allez les revisser dans le plateau. Là, vous allez redresser clairement votre table puisque les T métalliques ne vont jamais plier sous la force du bois. Je dis bien un T, je n'ai pas parlé de cornière, un T métallique. Ensuite, pour le vernis, etc., ben là, soit vous la reponcez totalement et vous remettez un vernis, vous remettez une huile. Si maintenant vous êtes un peu plus équipé ou vous voulez faire un peu plus de frais, il y a la possibilité d'aérogommer aussi. Donc moi j'ai une aérogommeuse, ça c'est vraiment super chouette, c'est comme du sablage mais beaucoup plus fin, avec une finition beaucoup plus fine après sablage, même si c'est pas du sablage. Donc il y a juste à repasser un petit coup de papier de 120, donc rebalayer, un petit coup de papier de 120 et alors vous faites votre finition de la table. Donc ça c'était la réponse pour Esox Luxius. Si vous voulez plus de détails ou plus de trucs, franchement, envoyez-moi un mail, c'est des fois plus facile, c'est pas toujours évident. J'ai eu la même question concernant des portes.
Donc une personne me demandait comment est-ce qu'on arrive à récupérer une porte qui est complètement tuilée. En fait, vous pouvez aller sur la partie autre de votre porte, donc vous décrochez votre porte, vous la posez sur votre établi le plus plan possible et vous venez le caler sur l'établi de sorte qu'il soit parfaitement parallèle à votre établi. Donc là, vous allez la redresser. Une fois que celle-ci est redressée, pareil, vous pouvez y introduire, donc vous faites une rainure sur le dessus et sur le dessous de la porte et là, vous venez y introduire un profilé métallique. Et évidemment, qui ne pourra pas se tordre. Donc si vous mettez un plat, il faudrait idéalement le mettre à plat dans le champ. Comme ça, en fait, quand votre porte va vouloir travailler, elle va vouloir plier le métal et elle n'y arrivera pas. Il faut prendre évidemment un métal qui fait au minimum 5 à 8 mm d'épaisseur. Et en fait, ça ne repliera pas votre montant et la porte sera directement redressée et stabilisée. Ça, c'est une solution. Il y en a probablement d'autres. C'est ma réponse. Une question, 3 réponses. A priori, Cray et Floki vous en donneront une autre. J'ai hâte de voir ce que vous proposent. Donc moi, quand les gens viennent en stage chez moi, donc quand c'est des stages non rémunérés, quand c'est des étudiants ou quand c'est des gens qui font des cours du soir, je leur donne toujours un projet à réaliser, soit pour aménager l'atelier, soit que j'ai inventé ou que le stagiaire a inventé, et je lui demande de le dessiner et d'imaginer ses assemblages. Comme ça, au moins, je sais voir ce qu'il pense maîtriser ou pas, et j'essaie de le faire utiliser différentes machines pour réaliser ses assemblages. Je lui explique aussi qu'il a la possibilité de le faire d'une manière ou d'une autre manière, et donc le but, c'est qu'il puisse utiliser les machines qu'on a en notre possession et faire un assemblage le plus professionnel possible, et essayer de lui faire développer son imagination pour qu'il puisse être totalement autonome en sortant de chez nous. Donc ça, c'était la petite question pour non-MPP. Ensuite, alors, on nous pose la question de savoir quelles sont nos passions. Et voilà, donc on a parlé un petit peu de nos parcours professionnels. En tout cas, moi, j'ai parlé de mon parcours professionnel. Je suppose que Floki et Cray l'auront fait aussi. Alors, au niveau de mes passions, moi, j'ai 2 vraies passions. La première, c'est l'apiculture. Donc, j'ai repris des cours d'apiculture il y a environ 1 an et demi. Donc, je finis ma 2e année là ici en mois de juin. A priori, je serai diplômé. C'est une vraie passion. C'est un monde extraordinaire pour ceux qui ne connaissent pas le monde des abeilles et l'apiculture. Je vous invite franchement à aller jeter de temps en temps un œil, aller voir des vidéos. Il y a une chaîne qui s'appelle Une saison aux abeilles que je trouve ça génial. C'est Léandre, je pense, le personnage. Il est super chouette, c'est un apiculteur professionnel. Je me suis vraiment accroché à ça. Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de connaissances au niveau de l'anatomie, au niveau de la nature. Ça nous ouvre les yeux aussi sur l'écologie et comment gérer notre consommation, etc. Donc ça, voilà, c'est un truc qui me tient à cœur à mort. Et d'ailleurs, je pense que dans une vidéo ou l'autre, on m'a vu passer en tant qu'apiculteur dans l'atelier parce que je devais absolument aller les nourrir. On a eu un petit intermède de beau temps. Donc il faut aussi s'adapter à la météo. On s'adapte à l'abeille en fait. Et enfin voilà, c'est un monde hyper passionnant. J'aurai sans doute d'ailleurs l'occasion de fabriquer des ruches et de faire une vidéo sur la fabrication de ruches. Je suis censé faire une ruche kenyane pour l'école d'apiculture dans laquelle je suis. Je ne suis pas certain de pouvoir la faire cette année. Je suis un peu triste, mais voilà, malheureusement c'est compliqué. Et YouTube, malgré tout, prend quand même aussi un peu de temps dans notre vie. Et alors pour le reste, j'ai une 2e passion qui en fait est une région, et c'est le Pays Basque. Et alors, voilà, je vais au Pays Basque depuis que j'ai 15 ans, donc ça va faire une 30aine d'années que je vais au Pays Basque avec mes parents. J'ai un appartement là-bas, on est fou amoureux de la région. Mon but, c'est de pouvoir finir mes jours là-bas. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi parce que mes parents venaient avec moi, ma maman continue à venir. Moi, j'ai perdu mon papa en avril. Et c'est important pour moi aussi de parler de ça. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens disent que l'humour belge n'excuse pas tout, que je suis trop piquant, ou que je veux faire le buzz, ou que je cherche à faire de la publicité pour ceci, pour cela. Il faut savoir une chose,
c'est que je gagne très bien ma vie. Ça fait 15 ans que je suis à mon compte. Je n'ai absolument pas besoin de YouTube pour me mettre en avant. Mon carnet de commandes est full quasiment jusque juin 2022. Donc autant vous dire que YouTube pour moi c'est uniquement et simplement de l'amusement. Donc toutes les personnes qui viennent me dire que ben voilà, je suis méchant ou que je veux attaquer Verdier ou que je veux attaquer un tel ou que je veux alpaguer un youtubeur connu pour me mettre en avant, je leur dirais juste une chose, j'ai juste eu envie de m'amuser, de me marrer. Et donc vous vous marrez avec moi et tant mieux, et voilà, tout se passe bien. Vous ne vous voulez pas vous marrer avec moi, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il y a suffisamment de chaînes sur YouTube que pour aller les voir. Et moi, mon but, c'est certainement pas de blesser les autres ou loin de là, c'est de me marrer avec tout le monde. Je pense que dans la vidéo que vous venez de voir, vous avez remarqué que j'avais aucun problème à me ridiculiser ou à me marrer ou à déconner et de moi-même. Donc voilà, j'espère que maintenant les choses seront bien claires sur ce sujet. C'était important pour moi de vous le dire. Et depuis que mon père est décédé, j'ai décidé que jusqu'à mon dernier souffle, je ne ferai que me marrer. Et donc avec ou sans vous. Voilà, ça c'était la petite parenthèse parodie. Je n'en parlerai plus jamais, donc vous pouvez venir m'agresser dans les commentaires ou venir me dire que c'est chouette ou pas chouette, je m'en fous, je continuerai et je serai même encore beaucoup plus piquant pour certains, qui se prennent un peu le melon, d'autres un peu moins, comme dirait Cré, j'ai bien aimé son histoire de chaussettes, j'ai un petit peu regardé, les élastiques tiennent encore, ça va, donc tout va bien. Voilà, ça c'était pour les passions, et je continue, donc les questions qui suivent. Alors, question suivante. Guilhem Collin. Bonjour. Toujours au top les vidéos. Un grand merci. Merci à Floki de nous avoir présenté à vous. Merci à Floki également. Une simple question dans le cadre d'un début de la création à base de bois. Devons-nous commencer par le délignage des bois ou le dégauchissage et rabotage des planches? Merci d'avance et à très vite dans une nouvelle vidéo alliant humour et professionnalisme. Être sérieux sans se prendre au sérieux. Enfin, quelqu'un qui a compris. Alors, je dirais bien, tout dépend du projet que vous allez, que vous allez engager. C'est-à-dire que si c'est un travail à base de plateaux massifs, évidemment, vous allez d'abord devoir déligner pour faire partir l'aubier et les parties qui sont indésirables de votre bois. Par contre, si vous travaillez avec du bois avivé, alors là, vous allez d'abord dégauchir, mettre un champ d'équerre, raboter, et puis alors vous allez déligner vos planches à mesure. Donc voilà, ça c'est l'ordre dans lequel on travaille. Tout dépend à quel stade on commence et quel type de planche on a. Donc si vous avez une planche de 25 ou de 40 de large et que vous devez refaire des planches de 10 cm, vous pouvez très bien d'abord déligner à 11 cm pour avoir 1 cm de gras et puis seulement dégauchir, raboter, mettre à épaisseur, etc. Si maintenant vous travaillez directement avec la bonne section de bois avivé, vous passez directement au dégauchissage. C'est vraiment à adapter en fonction du projet que vous avez, tout simplement. Alors, suivante, donc Olivier Pierrard. Impatient de voir cela, quelques questions. Y a-t-il des différences entre normes françaises et belges dans les menuiseries classiques porte-escalier? Combiner activité classique avec YouTube n'est pas pénible de toujours penser au cadrage, montage lors de la réalisation. Et comment garder la pêche en combinant tous ces projets, les stagiaires et le montage des vidéos? Alors... Deux choses. Est-ce qu'il y a des différences de normes entre la Belgique et la France? Je pense que oui. Je ne les connais pas toutes évidemment, mais je pense qu'en France, il y a des DTU qui règlent ou qui régissent les règles pour beaucoup de choses. Nous, en Belgique, c'est le CSTC. En Belgique, par exemple, la menuiserie est une profession protégée, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le diplôme, vous ne pouvez pas exercer en menuiserie. Alors, c'est des détails assez intéressants en termes de, accoler, par exemple, une terrasse à une maison. Normalement, si vous n'avez pas votre diplôme de menuisier, vous ne pouvez pas le faire. Poser un escalier, vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas menuisier. Vous pouvez construire une porte si vous êtes ébéniste, mais vous ne pouvez pas la poser. Voilà, ça c'est des choses qui correspondent aux normes belges. C'est tout doucement en train de disparaître. Moi je dirais malheureusement parce que on va avoir un peu de tout et n'importe quoi sur le marché. Et à côté de ça, je ne suis pas contre non plus à partir du moment où les gens se sont formés correctement. Voilà, moi je reçois des stagiaires
stagiaires qui n'ont pas spécialement de diplôme et ça ne me pose pas de problème parce que je trouve que c'est important que les gens aient l'information s'ils ont envie de trouver une reconversion professionnelle. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre accès à la profession et à la menuiserie et ne pas laisser la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc ça c'est mon avis. Ensuite, combiner ma vie d'artisan et la vie de YouTube, ben, pour être tout à fait honnête, moi c'est vraiment un partage de ma vie d'artisan que je fais plutôt que de faire youtubeur. Voilà, aujourd'hui, on va pas se mentir, j'ai pris la journée pour vous tourner la vidéo, on a fait des montages, ben, vous l'avez vu, donc là j'ai pris ma journée, donc en effet aujourd'hui j'ai pris une journée dans les dents, entre guillemets, pour faire cette vidéo, mais je le fais avec plaisir, je le répète, c'est la Saint-Joseph, donc on fait la fête et on rigole. Mais sinon, honnêtement, oui, on perd un peu de temps, il faut mettre la caméra en place. Oui, c'est vrai, le cadrage, ben, vous avez vu avec l'histoire du café, quand j'annonce les bouseux, ben, je suis coupé jusque-là. Donc, je me prends la tête sans trop me prendre la tête. Après, moi, j'ai beaucoup de chance parce que je suis avec Louis. Ben, donc, il me filme, j'ai la possibilité aussi de le former en filmant, donc quand je vous explique, en fait, je lui explique. Et quand je lui expliquais quelque chose hors caméra et puis qu'il me dit « Ah, ça c'est chouette », ben, je dis « Ah ben tiens, pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'on ne partagerait pas aux gens ?» Donc on reprend un peu de temps pour vous le montrer, mais généralement ça fait partie de ces petites vidéos astuces minutes, donc quand vous regardez, ça prend 4-5 minutes et je fais très peu de montage là-dessus. Alors après, quand c'est des montages comme les tables de nuit ou la table ronde ou l'ossature bois, ou ici les 13 portes en chaîne massif qui vont arriver, là oui, ça prend pas mal de temps de montage, j'essaie de monter le truc au mieux, au plus propre, bon, je choisis des musiques, après je suis pas un monteur, moi, donc je vais chercher les musiques sur YouTube, je mets des titres avec plein de fautes d'orthographe en plus, et je m'en excuse, mais c'est souvent des fautes de frappe où je vais trop vite, et je ne prends pas toujours le temps de me relire, c'est une erreur, mais c'est comme ça, moi je vous le dis, je le fais plus à l'instinct que pour commencer à avoir 500 000 abonnés, je le fais vraiment pour l'amusement. Donc maintenant, comment est-ce que je gère les histoires avec le stagiaire et les stagiaires ou garder la pêche? Alors les stagiaires, franchement, bah, c'est une catastrophe. Lui, voilà, je pleure tous les jours parce que bah, soit il arrive, oh, t'as vu, on a vu plein de vues et tout, puis des fois bah, il pleure quand on vient nous dire qu'on est méchant avec nous, enfin qu'on est méchant, qu'on se moque des autres, il rentre, il pleure, il veut retourner chez lui, il dit oh là là là, tu te rends compte, on nous dit qu'on est méchant et tchic et tchac. Donc je suis un petit peu assistante sociale. Non, je déconne, en fait ça se passe super bien. Voilà, comme je vous dis, je fais les vidéos avec lui, donc je lui montre en même temps que je filme. Alors garder la pêche, je dois vous avouer que je suis quelqu'un d'assez hyperactif, donc pour tout vous dire, ma vie, elle fonctionne comment? Je me lève entre 3h et 4h du matin tous les jours, je fais mes papiers, j'essaie de répondre à un maximum de mails entre 3h et 6h du matin. 6h du matin, je viens dans l'atelier, je lui ai déjà préparé 2-3 bricoles, je redescends, je vais boire du café, comme mon ami Birkenwald, voilà, et puis alors je remonte, et alors Louis arrive vers 7h30, enfin à 7h30, on commence notre journée. Et on finit à 4h, 4h30, et après ma journée, ben, j'ai mes rendez-vous en clientèle, devis, etc. Et j'essaye de me tenir sur mes devis le week-end. Alors, je vais pas vous mentir, depuis qu'on a lancé la chaîne YouTube, j'ai un retard de fou dans mes papiers. Voilà, c'est le revers de la médaille, c'est comme ça, je l'assume. En même temps, j'ai beaucoup de travail, donc je ne sais pas remettre prix pour tout le monde et pour tout et n'importe quoi. J'ai beaucoup de demandes, et je pense que ce soit Yann ou Johan, ils diront la même chose. Ils ont beaucoup de demandes par mail, Messenger. Alors le pire, c'est ça, c'est Messenger. J'ai des demandes professionnelles via Messenger, mais le souci, c'est que comme je reçois mes mails, j'ai tendance à oublier Messenger. Donc voilà, je m'en excuse déjà pour les gens qui m'ont fait des demandes de devis via Messenger et à qui j'ai pas répondu ou à qui j'ai pas remis prix. En fait, c'est quelque chose qui me sort de la tête. Donc le plus simple pour moi, c'est vraiment venir par mail, m'envoyer un mail, et là je sais répondre aux gens. Alors garder la pêche, j'essaie de garder la pêche au maximum. Évidemment, on a des débats comme pour tout le monde, mais pour le reste, non, je pense que je suis quelqu'un, enfin c'est pas à moi à dire, lui le dira mieux que moi, mais je pense que je suis quelqu'un qui suis plus que souvent de bonne humeur, on se marre bien dans l'atelier, on déconne tout le temps. J'ai même l'idée, pour tout vous dire,
de mettre une caméra dans un coin de l'atelier en direct permanent, en tout cas qui fait 8 heures, parce que j'ai une idée à la minute, bonne ou mauvaise, mais j'ai une idée à la minute, je déconne, toutes les 3 minutes je raconte des vannes, enfin je déconne, mais on bosse, on travaille, on apprend, et ça c'est quand même le plus important. Donc voilà, et j'ai l'intention de continuer à m'amuser dans l'histoire, donc pour moi ça se combine bien. Est-ce que petit à petit je vais basculer vers des vidéos plus formatrices et prendre un peu plus de temps pour former les gens via YouTube, pourquoi pas. Alors que les choses soient bien claires, pas des vidéos payantes, hein, je ne veux pas commencer à faire des formations vidéo payantes, ça sera plutôt, voilà, comme je le fais actuellement, proposer en fonction des gens, et moi prendre un peu plus de temps par rapport à ça, tout simplement. J'ai 45 ans, et peut-être que voilà, j'aimerais travailler encore 10 ans et puis après lever le pied doucement. Donc c'est peut-être l'occasion, en fait, finalement, c'est lui qui m'a lancé dans cette histoire de YouTube, parce qu'il y a aussi cette question de savoir comment est-ce qu'on est venu vers YouTube. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de vous expliquer comment ça s'est passé vraiment, même si je pense que je l'avais mis dans la FAQ 4000 ou FAQ 5000, je sais plus c'était combien, c'était 4000, 5000, 4000. En fait, moi j'ai découvert Olivier Verdier suite à des jeunes qui viennent chez moi, donc j'ai découvert sa chaîne et j'ai vu qu'il y avait des choses, enfin ça me déplaisait un petit peu, je n'ai pas peur de le dire, et donc lui il m'a dit allez ce serait chouette, moi je te filme, on rigole, on déconne, et de là est née ma chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'un soir, après notre journée, j'ai décidé de faire la vidéo top 5 des outils inutiles, on a fait ça à la déconne, on a rigolé, et puis après, comme je lui ai dit, on a fait ça, on a déconné, on a rigolé, c'est bien, mais derrière il faut qu'on montre aux gens aussi qu'on sait travailler, parce que c'est bien de rigoler ou de dire que des gens disent tout et n'importe quoi, mais il faut aussi pouvoir nous montrer qu'on sait travailler, qu'on donne des vrais conseils, des bons conseils, qu'on ne raconte pas n'importe quoi, et surtout que on est capable de faire mieux, ou pas. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'était la démarche, voilà pourquoi est-ce que j'ai fait la chaîne. Après, vous connaissez la suite, c'est-à-dire que l'atelier Floki m'a mis en avant, et voilà, ça a explosé, j'en suis à 14 000 abonnés, je pense aujourd'hui, ça me dépasse pour être franc, et c'est génial, mais c'est pas le but. Enfin, quand je dis c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est vraiment partager mon métier, partager ma passion, rigoler, et puis alors former surtout aussi Louis à travers les vidéos. Ça nous fait aussi des penses bêtes, c'est une bêtise, mais quand on fait une vidéo sur le système LR32 par exemple, c'est paraît tout con, mais je pourrais aller revoir la vidéo quand je vais réutiliser mon système LR32 pour me souvenir comment est-ce que je dois placer ma butée, etc. Donc voilà, ça c'était pour la parenthèse YouTube et comment est-ce qu'on gère tout ça, etc. On a fait la petite blague avec ma fille tout à l'heure. Voilà, évidemment que non, on n'est pas harcelé, rien du tout. En fait, rien n'a changé dans ma vie. Je prends juste un peu plus de temps pour faire des vidéos et pour vous les partager. Évidemment, j'ai beaucoup plus de demandes qui viennent d'un peu partout, mais en termes de vie, c'est exactement la même. Voilà, tout simplement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire par rapport à ça. Voilà. Allez, suivant. Alors, pour finir, on va parler des bouses, puisque c'était le but du week-end aussi, c'était les bouseux. Et la question qui est revenue aussi, c'est quelles bouses est-ce qu'on a fait sur chantier, ou les plus grosses bouses que nous avons réalisées. Alors, moi, je ne vais pas vous mentir, dès le départ, j'ai quelqu'un qui était très, très, très organisé, qui prenait les mesures, vraiment, je prends énormément de temps pour prendre mes mesures sur chantier. Donc, en termes de réalisation pure, voilà, j'ai rarement eu des bricoles, je prends vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour être juste. Mais j'ai 2 anecdotes en fait qui me sont arrivées et qui étaient quand même pas top. Un chantier dans le Brabant wallon où on faisait une extension ceinture-bois et on était sur l'échafaudage et on devait mousser les châssis de fenêtres, et mon ouvrier a laissé tomber la bombe de mousse polyuréthane et bing, explosé en bas, mais la voiture du client était juste en face et toute la bombe a explosé sur le capot du client. Alors ça, en termes de bouse, je peux vous assurer que j'étais pas bien dans ma peau. Donc on s'est amusé à tout nettoyer avec l'acétone, avec la mousse fraîche pour essayer de récupérer.
on était en stress parce que le client était là et on se dit si jamais il sort et qu'il voit toute cette crème fraîche sur le capot de sa bagnole, ça va être catastrophique. Et au final, on s'en est très bien sorti. On a su tout récupérer. Il restait 2-3 petites taches sur le capot et que finalement le client a su récupérer chez son carrossier facilement. Mais ça, c'était vraiment une belle grosse bouse et un beau gros stress pour moi. Ensuite, la deuxième bouse que j'ai faite et qui va rester quand même dans ma mémoire, la dernière camionnette que j'ai achetée, donc c'est un Peugeot Boxer, je l'achète et le lendemain de la livraison de la camionnette, je vais chez mon fournisseur, donc Biemar pour ne pas le citer, et je vais chercher des plateaux de 4,20 m en hêtre que je pose sur ma remorque. Donc j'avais ma camionnette, ma remorque, et je viens poser mes plateaux de 4,20 m posés sur les arceaux de la remorque, et je pars en marche avant et je dis encore à mon apprenti de l'époque, bon écoute, si je dois faire une marche arrière, rappelle-moi que j'ai le plateau, parce que quand je vais me mettre légèrement en ciseaux, je risque d'aller accrocher l'arrière de la camionnette. Évidemment, avant j'avais une partenaire, donc j'étais habitué, ces plateaux-là passaient au-dessus de ma camionnette. Juste avant de repartir, je croise un Clark, je me dis ok, c'est pas grave, je vais faire demi-tour, je maîtrise la marche arrière, je recule, je braque, et évidemment mon apprenti oublie de me prévenir, et bing, hop là, une belle grosse croque sur l'arrière de ma camionnette. Donc de nouveau, une belle grosse bouse. Donc ça, c'est vraiment des bouses qui sont pratiques, comiques entre guillemets, ou matérielles. Mais en termes de travail, sincèrement, voilà, j'ai jamais eu vraiment, moi, une bouse de fou. Par contre, il m'est arrivé une sale bricole, et là, je vais vous montrer dans les murs ici en bas, où j'ai eu un stagiaire qui a utilisé la panneauteuse et le guide d'une manière non appropriée, et c'est aussi pour ça que j'insiste énormément sur la sécurité, et je vais vous montrer ce qui se passe quand on utilise mal le guide. Allez, suivez-moi. Et donc voilà, vous voyez ma panneauteuse là-bas dans le prolongement, donc dans mon axe. Et j'étais en train de réaliser les établis que vous voyez souvent avec les caissons. Et Charlie, pour ne pas le citer, était occupé à la panneauteuse en train de déligner des planches. Et à un moment donné, il sent une certaine résistance, le guide était mal positionné, il veut reculer, ce qu'il ne faut jamais faire. La planche est partie en arrière. Panneau d'OSB 18 mm, fibre de bois 18 cm, et le bois est passé à travers. Et vous imaginez la puissance du recul, et ce trou là je ne le reboucherai jamais, parce qu'en fait à chaque fois que j'ai des nouveaux stagiaires, je leur montre le trou et les dégâts que ça fait quand ils utilisent mal le guide de la panneauteuse. C'est quelque chose que j'insiste vraiment à chaque fois que les gens viennent faire des formations chez moi, c'est la sécurité de la panneauteuse et de la dégauchisseuse. Alors la toupie, n'en parlons pas, mais l'utilisation du guide, pour moi, c'est super important. Donc ça, c'est quand même une belle bouse, et je pense qu'on va terminer là-dessus. J'espère que cette petite vidéo et ce petit week-end vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris un plaisir de dingue à tourner toutes ces petites scènes. On s'est marré comme des fous avec Louis. Aujourd'hui, c'est la Saint-Joseph, donc voilà, on est allé à la Syrie pour ne rien vous cacher ce matin, où ils nous ont dit « Oh, on ne travaille pas le jour de la Saint-Joseph ». Du coup, j'ai décidé de ne pas travailler, en effet, et on a déconné, et on a rigolé, et on s'est marré, et j'espère que vous l'avez ressenti dans la vidéo. Et puis, je vous dis à bien vite pour d'autres aventures. Je suis désolé pour toutes les personnes à qui on n'a pas su répondre, parce qu'il y avait pas mal de questions. Il faut savoir qu'on a un planning, on a récolté toutes les questions jusqu'à vendredi, donc il nous restait une demi-journée pour faire la vidéo, la tourner, la monter et vous la proposer. Moi j'ai fait vraiment au mieux, j'espère que Johan et Yann assureront le truc aussi, et je ne doute pas une seconde. J'espère que vous vous marrez autant sur leurs vidéos, donc je vous invite à aller voir leurs vidéos aussi. Si vous avez vu les leurs avant, ben voilà, tant mieux, et si vous ne les avez pas encore vues, allez sur l'atelier Floki, allez sur la chaîne de Cré Birkenwald, et puis voilà, je vous dis à bientôt, et encore un grand merci pour avoir visionné cette vidéo qui à mon avis a dû être assez longue. Allez, salut!